Coopération Cameroun-France, Christine Robinson, honorée, l'ambassadrice de France, a été élevée au rang de grand officier de l'Ordre de la Valeur au cours d'un dîner d'État offert par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Bella. C'était en présence de ses collègues du gouvernement. Refela Cam, réseau des femmes élus locaux d'Afrique et du Cameroun, au chevet des populations de l'arrondissement de Mayo-Oulo dans le nord Cameroun. Il vient de faire un don aux habitants de cette contrée du pays frappée par la forte tornade du 6 juin dernier. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Coopération Cameroun-France, arrivée en fin de séjour, Christine Robinson a été élevée au rang de grand officier de l'Ordre de la Valeur au cours d'un dîner d'État offert lundi par le ministre des Relations extérieures. Le jeune Bella Bella a transmis la satisfaction du président de la République pour l'excellence des relations entre le Cameroun et la France et le dynamisme de celle qui va quitter ses fonctions à Yaoundé dans les prochains jours. Par la même occasion, il a rappelé que Christine Robinson est arrivée au Cameroun dans un contexte difficile au moment où le pays faisait face à d'importants défis sur le plan sécuritaire avec les attaques de la secte islamiste Boko Haram dans la partie septentrionale et des bandes armées venues de la République centrafricaine à l'est. Autre chose à présent, lutte contre le désordre urbain. La communauté urbaine de Douala va en guerre contre les habitations menacées de ruines dans la capitale économique. La plateforme constituée des agents de la communauté urbaine de Douala et des forces du maintien de l'ordre a fait une descente musclée sur le terrain le 13 septembre pour la démolition d'un immeuble R+2 en Doxibi. Plus de précisions avec héritier Josué Ngongan. Cette vieille bâtisse menacée de ruines constituait pour les voisins et autres passants un danger permanent. Abandonné depuis des lustres à cause d'un litige foncier, l'immeuble R+2 situé au lieu-dit Carrefour CC étage au quartier d'Oximbi, qui a reçu la visite de la plateforme de lutte contre le désordre urbain ce 13 septembre, était habité par les ressortissants tout pourris qui vivaient paisiblement malgré l'état de ruines avancées. C'est dans le souci d'éviter un éventuel effondrement que la communauté urbaine de Douala s'est chargée de le démolir. L'opération qui s'est faite à l'aide des engins lourds de la communauté urbaine de Douala était encadrée par une forte mobilisation des éléments mixtes de gendarmerie et de police pour prévoir tout débordement et surtout éloigner les populations curieuses du lieu des travaux. Avant de passer à l'action, il a été permis aux occupants de cette maison de fortune de libérer les lieux et ce n'est qu'à la suite d'une vérification de l'intérieur par les éléments de maintien de l'ordre que l'engin a commencé la démolition. Les populations qui n'ont pas souhaité s'exprimer ouvertement à la presse ont tout de même manifesté leur satisfaction en confiance ou anonymat qu'en plus du danger que représentait cet immeuble en ruine, c'était aussi le refuge des bandits et autres fumeurs de cannabis. Une situation redoutable, aujourd'hui réglée. L'Afrique centrale en conclave sur les programmes nationaux de vaccination PNV. La réunion annuelle des 10 programmes des pays de la sous-région s'est ouverte hier à Douala. La cérémonie était placée sous la supervision du gouverneur de la région du littoral, représentant du ministre de la Santé publique. Les détails avec Justice Totom, Josué Ngongan. A développé la composante vaccination dans leur stratégie et plans nationaux de santé. Réduire le nombre d'enfants non vaccinés afin d'éviter les épidémies, c'est l'objectif 2017 des gestionnaires des programmes nationaux de vaccination des pays d'Afrique centrale en réunion à Douala. Avec la vaccination, le monde a pu pour la première fois éradiquer une maladie et signer un certificat de décès, la variole. Et on est sur le point d'éradiquer aussi la polio. Parce que depuis 1988, on a commencé le programme d'éradication de la polio. On a réduit l'incidence de cette maladie de 99,9%. Il ne reste plus que quelques cas en Afghanistan, au Pakistan et un peu au Nigeria. En Afrique centrale, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de cas de polio. Donc c'est un programme efficace qui a contribué à réduire de façon fantastique la mortalité infantile de moins de 5 ans. La centaine de participants venus du Congo, de Sao Tomé et Principe, du Tchad, du Cameroun, de la RCA
et d'autres pays voisins ainsi que les institutions telles que l'OMS, l'UNICEF, Bill Gates Foundation, CDC, le réseau des parlementaires congolais d'appui à la vaccination va réfléchir sur l'atteinte des cibles du plan d'action mondial pour les vaccins et du plan stratégique régional de vaccination, des bonnes pratiques et stratégies novatrices ainsi que les défis de l'initiative d'éradication de la polio et du contrôle accéléré de la rougeole, de la fièvre jaune et du tétanos néonatal. À la fin des travaux, chaque pays aura ainsi défini les activités prioritaires à intégrer dans son plan d'action 2017 en vue d'atteindre la couverture vaccinale universelle 90-80. 13 septembre 1958, 13 septembre 2016, 58 ans déjà que Ruben Omiobé est tombé face aux colons. Première personnalité à revendiquer l'indépendance de son pays jusqu'à l'ONU, Ruben Omiobé est resté au fil des ans une immense source d'admiration. De nos jours encore, le militant camerounais, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, demeure une figure emblématique de la lutte pour la libération de son pays. Retour dans les couloirs de l'histoire de ce grand homme dans cet élément d'Adipoto. C'est dans une forêt du Grand Sud, Cameroun, que l'ancien secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun avait été assassiné. Figure marquante de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, il a défendu jusqu'au sacrifice suprême les causes de son pays, à savoir l'unification et l'indépendance dans un contexte difficile, marqué par la répression et le massacre des populations. Né en 1913 près de Boumyébel dans l'actuel département d'Union Ekele, Omiobé est éduqué dans les milieux protestants. D'abord responsable syndical, il est ensuite désigné secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, constitué à Douala en avril 1948. Le Cameroun est alors une colonie allemande qu'il deviendra un territoire sous mandat de la Société des Nations, confié en partage à la France et au Royaume-Uni. Fervent partisan de la coordination des mouvements anticolonialistes, il devient au cours des années 1950 le leader le plus charismatique du nationalisme camerounais, dénonçant veillement le sort misérable réservé aux indigènes, les manœuvres des milieux colonialistes ainsi que la bassesse et la corruption. Poussé à la clandestinité en 1955, l'Union des populations du Cameroun se disperse. Ruben Omiobé se réfugie dans sa région natale. Néanmoins, il parvient à restructurer l'UPC et à maintenir contre vents et marées l'unité de sa direction. Son objectif restera toujours de permettre la réintégration du parti dans le jeu légal qu'il savait être, étant donné le rapport de force, le seul espace susceptible de permettre à terme l'émancipation du Cameroun. Mais la situation devient rapidement désespérée pour les nationalistes camerounais. Le colon s'engage dans une répression brutale dont Omiobé sera le 13 septembre 1958 une victime essentielle. De nos jours encore, la jeunesse africaine tout entière et camerounaise en particulier s'inspire de cet homme qui fut à n'en point douter un des plus grands indépendantistes africains. Et c'est le 27 juin 1996 qu'il a été officiellement proclamé héros national par l'Assemblée nationale du Cameroun. Refelakam, réseau des femmes élus locaux d'Afrique et du Cameroun au chevet des populations de l'arrondissement de Mayo-Oulo, dans le département du Mayo-Louti, au nord du Cameroun, il vient de faire un don constitué entre autres des denrées de première nécessité à ces populations qui ont été frappées par une forte tornade qui avait fait d'énormes dégâts le 6 juin dernier. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Célestine Ketchakouters, présidente de Refelakam. Jusqu'à Aman Bonnier, Ghislain Kongang. C'était une cargaison essentiellement constituée des denrées alimentaires de première nécessité, des sacs de maïs, de riz, sucre, des cartons de savon, de l'huile de table, des pâtes alimentaires, des sacs d'arachide, de l'eau de javel et autres. Des denrées alimentaires estimées à plus de 12 millions de francs CFA remis le 12 septembre 2016 aux populations victimes du désastre. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de la commune de Mayo-Oulo dans le département du Mayo-Louti au nord Cameroun. Ces dons interviennent suite à la forte tornade qui a frappé cet arrondissement le 6 juin 2016, occasionnant des dégâts très importants pour les populations et les édifices publics qui n'ont pas été épargnés. L'immeuble abritant la sous-préfecture, le lycée bilingue, la tribune municipale, la brigade de gendarmerie, pour ne citer que ceux-là, ont tous été touchés par cette tornade. L'on a enregistré 3 décès.
La dynamique mère Célestine Ketcha Cortez, telle une mère attachée à ses enfants, ne pouvant gérer à elle seule la situation, a donc tendu la main au Refelakam dont elle fait partie. Ce réseau, toujours proche des populations en général et des femmes en particulier, n'est donc pas resté indifférent aux pleurs de Madame le maire et au désarroi des populations de leurs sœurs. Il s'agit pour nous de montrer que ces populations ne sont pas seules, que notre sœur, Madame Awatizi, maire de Mayo-Oulo, n'est pas seule, qu'ensemble, y compris les populations, nous allons trouver des solutions durables. Mais en attendant, le symbole, c'est là, c'est ces vivres que l'Association internationale des maires de France et Mme Chantal Biya ont envoyé. Accompagnée de deux autres maires, Mme Akete Ndamane Dibole, maire de la commune de Mintom, Mme Rose Ladi, première adjointe au maire de Ngaoundéré 3e, ces valeureuses dames ont par ces dons essuyé les larmes de cette population si durement touchée par cette tornade dévastatrice. Vous-même, vous avez constaté, elles sont toutes là pour soutenir le sinistre de Mayo-Oulo. Je voudrais dire merci également au chef de l'État, à la première dame du Cameroun, à l'AIFMF, au Refelakam, réseau des femmes du Cameroun. Ils ont Mayo-Oulo à pleurer, ils ont suivi les pleurs de Mayo-Oulo, ils sont venus à leur secours. Ce don va nous aider à beaucoup, surtout les engrais. Ça va nous aider beaucoup à relancer notre champ, afin de retrouver quelque chose pour encore reconstruire notre maison. Un geste qui n'a pas laissé insensible le numéro 1 du département, Confiance Balungeli et Bouné, préfet du Mayo-Louti, qui a eu des mots flatteurs pour remercier les donateurs à travers leurs bras séculiers. Il faut le rappeler, la remise de ces dons rentre en droite ligne du cahier de charge de cette association et de leur devise, à savoir un puissant levier agissant au service des populations et de la promotion du leadership féminin à l'échelle locale du triangle national. La cérémonie de Mayo-Oulo a donné l'occasion aux dames du Refelakam de prester au pas de danse de cette partie du pays avant d'accompagner les frères musulmans dans les festivités de la Tabaski. Voici à présent l'actualité au-delà de nos frontières avec l'AFP. Au Gabon, la Cour constitutionnelle détient les clés du dénouement de la crise post-électorale. Son verdict est attendu pour le 23 septembre 2016. La bataille juridique entre les deux bords politiques qui se disputent la victoire s'intensifie de jour en jour et la pression repose aujourd'hui sur les épaules des 9 juges constitutionnels. Cette semaine s'annonce décisive pour chaque camp qui affirme détenir les preuves de sa victoire. À ce stade des procédures, les positions entre les deux camps semblent être figées. Après le recours introduit par le candidat Jean Ping devant la Cour constitutionnelle, les avocats du candidat Ali Bongo devraient déposer ce mardi 13 septembre 2016 leur mémoire en réponse au recours de l'opposition. Le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu pour le 23 septembre 2016 au Gabon. L'opposition demande un recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans la province du Haut-Ogooué où le président sortant Ali Bongo Ondimba a obtenu 95% des voix. Le pouvoir, quant à lui, devrait formuler des demandes à la Cour pour des fraudes supposées dans le Wollen-Tem et dans la province de l'Ogooué-Maritime. Taïwan se prépare au passage du typhon Meranti. Baptisé le 10 septembre, il s'est très vite renforcé vers la catégorie de super typhon, c'est-à-dire que les rafales de vent ont une vitesse supérieure à 240 km/h. Des pointes à 360 km/h ont même été enregistrées. Il devrait ensuite frapper les côtes chinoises. Sur la côte orientale de Taïwan, la moins peuplée mais qui sera la première frappée par le typhon, les habitants se préparent. Ici, on remplit des sacs de sable pour tenter de prévenir la montée des eaux. Les pêcheurs ont solidement amarré leur bateau sur l'archipel des îles Penghu, au large de la côte ouest. C'est la pointe sud de l'île qui devrait être la plus durement touchée. Outre les rafales destructrices, on attend des précipitations pouvant dépasser 50 cm en 36 heures. Le dernier super typhon à avoir frappé Taïwan remonte au mois de juillet. C'est la fin de ce journal sur CamNews 24. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.